Alors, oui, ça commence. OK. Alors vous n'êtes pas obligé d'ouvrir vos caméras si vous n'avez pas envie d'ouvrir vos caméras. On est encore 16, hein, donc il y a moins de personnes. J'espère qu'il n'y a pas eu des gens. Parce que j'ai fait l'erreur de régler la réunion pour que les gens me demandent l'autorisation. Donc il y a peut-être des gens qui ont essayé de se. Enfin bon, il y a plus de gens qui sont inscrits à la séance que ceux qui étaient présents. Donc elle sera mise en. Le premier enregistrement de la séance sera mis sur YouTube ce soir. Hein, ça va prendre un petit peu de temps. Parce que l'ordinateur il est lent, donc le temps qu'il fasse tout ça. Mais ce soir, pour ceux qui n'ont pas pu voir tout ça en direct, vous pourrez revoir en différé. Merci Stéphane, c'était encore très, très riche. Je n'ai pas la culture pour pouvoir questionner ou apporter des éléments. Ce que je me demande, c'est finalement, comme ça a été dit, à la racine, on a la version de Platon et du côté Homère, finalement, est-ce que cette pensée juive ne serait pas née comment dire, d'une lecture ou d'une appropriation de cette poésie en sentant finalement l'opposition qui allait naître du côté de la philosophie. Enfin, c'est mal exprimé, mais... Alors, très franchement, Pierre, je ne pense pas, pour une raison assez simple, c'est que ce sont deux langues qui n'ont aucun rapport. Oui. La pensée biblique s'exprime en hébreu. Et donc, à partir du moment où elle s'exprime en hébreu, l'hébreu biblique, on est dans une autre source et un autre monde et un autre rapport au monde. Quand je dis la poésie, le mythe et les deux, c'est uniquement en reprenant l'expression de Walter F. Otto. Donc, c'est évident que les Juifs sont aussi un peuple du mythe et un peuple de la parole. Mais là, ce sont des manières de réunir des choses qui, en réalité, ne se réunissent que sur un mode assez superficiel. Il n'y a pas, a priori, de rapport entre le monde grec et le monde juif dans la Bible, hein, à l'origine. D'abord parce que ce sont des mondes qui viennent de continents langagiers qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, premièrement, et parce que le rapport au regard, ce sont des pensées intégralement différentes. Différent ne veut pas dire conflictuel. Le conflit, c'est Platon qui l'invente. Il y a par exemple dans le Talmud, il y a des midrashim, il y a des passages où les talmudistes disent, je crois que c'est dans le Zohar, où on dit quel est le rapport. Le Zohar, donc c'est plus tardif, hein, on est déjà au XIIIe siècle après Jésus-Christ, donc ils connaissent très bien la pensée grecque, hein, ils la connaissaient aussi bien que les musulmans. Parfois, certains rabbins la connaissaient aussi bien, pas tous, mais quand ils la connaissaient parfaitement. Ils n'avaient pas de raison d'être plus stupides que les autres quand ils lisaient les Grecs, même si ça n'apparaît pas tellement dans les textes juifs, dans les textes des commentaires juifs, mais il y a quand même une phrase, je crois que c'est dans le Zohar, il me semble, j'ai essayé de la retrouver il y a quelques semaines, quelques mois dans mes notes, je ne l'ai pas retrouvée, où ils disent les Grecs et les Juifs sont semblables sous le rapport de l'un. Ils ont avec l'un, U majuscule, l'unité, un rapport comparable, pour dire qu'il y avait quelque chose qui pas qui réunissait, mais qui permettait aux Juifs, quand ils disaient Juifs, c'est-à-dire les penseurs juifs, les penseurs du Midrash et du Talmud, et les Grecs. Ce n'est pas entièrement imperméable. Et c'est d'autant moins imperméable qu'on sait qu'entre la pensée juive et la pensée grecque, mais y compris même la pensée catholique, puisque le Zohar se manifeste en Espagne au XIIIe siècle, en pleine théologie catholique, dans un univers catholique, il y a eu des porosités. Donc, c'est pas le conflit, il n'est pas inventé. Il est vraiment là, c'est pour ça que j'ai essayé de le sourcer chez Platon, parce que moi, je le vois apparaître là. Et en tout cas, en philosophie, c'est évident qu'il apparaît là. La philosophie, c'est Platon. Hein. Avant Platon, ça ne s'appelle pas la philosophie. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas de la pensée, mais la philosophie occidentale, la métaphysique, comme dit Heidegger, c'est avec Platon qu'elle apparaît. Et le conflit, tout le monde le connaît, c'est dans la République, lorsque le poète est expulsé de la cité. Donc c'est pour ça que je me suis attaché à ces choses-là. Mais je ne crois pas qu'il y ait de rapprochement entre... Alors, j'avais cité, peut-être qu'il faudrait le décortiquer parce que c'est vraiment à hurler de rire, en même temps, il y a beaucoup d'enseignements. J'avais cité un petit passage du Talmud, il y a une ou deux séances, je ne me souviens plus, ou deux ou trois séances, où il y a toute une histoire entre le rabbi qui va dans les écoles des sages grecs, mais là, c'est déjà un peu tardif, on est déjà au 3e, 4e siècle après Jésus-Christ. Donc, c'est plus Platon. Hein. Mais c'est quand même l'école d'Athènes, l'école des philosophes d'Athènes, et puis il y a toute une série de ruses, et où il y a déjà quelque chose lorsqu'on lit entre les lignes du Talmud, où on voit ce que les rabbins du Talmud pensaient des philosophes grecs, y compris dans leur cruauté, la cruauté des philosophes grecs qui tuent toute personne qui essaye d'entrer à l'académie sans être invité, etc.
Donc c'est passionnant, mais voilà, pour répondre à votre, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais je ne pense pas qu'on puisse faire de. Merci. D'abord parce que c'est des langues, c'est comme essayer de faire des rapprochements entre le grec et le chinois. Il n'y a pas de rapprochement possible. Ouais. Après, lorsque ça se déploie et lorsque les Chinois prennent connaissance des Grecs ou lorsque les Juifs prennent connaissance de la pensée grecque, apparaissent dans les textes juifs des allusions, en effet. Mais en tout cas, il y a très peu d'influence. Et dans l'autre sens, n'en parlons pas. Dans l'autre sens, il y a une animosité spontanée qui, selon moi, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, s'origine avec la parole polynienne du ni grec ni juif. Je vais le dire sur un mode un peu. Il faudra que je le démontre hein, dans le séminaire, dans les prochaines séances, sur un mode un peu provocateur. Et je pense que l'idée, vraiment au sens platonicien, du génocide, elle apparaît là, peut-être. C'est choquant hein, pour un catholique, mais c'est pas impossible qu'on entre. Il faut vraiment que j'examine tout ça de près en voyant tout ce qui se passe avec Saint Paul. C'est un gros boulot quand même, et je ne l'ai pas encore fait. Mais je sais pas, j'ai eu cette intuition, hein, j'avais appelé ça une intuition, c'est que je me suis dit, mais après tout, ni grec, ni juif, ni homme, ni femme, on dirait un billet d'euro, vous savez, où il n'y a plus d'être humain sur les billets en euros. C'est ce que je raconte dans Chaos Brûlant, c'est un mode un peu humoristique, c'est que l'argent a fini par évacuer tout le monde, quoi. Ni grec, ni juif, ni homme, ni femme, ni esclave, ni homme libre, ni rien. Il n'y a plus rien, il n'y a plus que des ponts, des trucs, des arcades, c'est ça sur les. Donc, l'idéal paulinien, c'est le billet de 10 euros. Je dis ça de manière un peu provocatrice. Mais voilà. En tout cas, moi, je crois très, très profondément qu'on peut trouver des sources des choses très loin en amont, quand on cherche. Et quand on cherche vraiment sur un mode un peu libre, quoi, c'est-à-dire émancipé des réflexes et des habitudes intellectuelles qui sont très dures et très, très fermes en Occident. C'est des choses que personne n'a jamais lues Platon comme je le lis moi, parce que moi, ça me fait jouir de le lire comme ça me fait plaisir. Mais en cours de philosophie, on ne lit pas Platon comme ça. Hein, Alexandre, tu peux le confirmer. En effet. Et c'est le prolongement un petit peu dans le séminaire de ce que j'avais lu à l'époque dans La mort dans l'œil. Il y avait déjà. Oui, sur le Timée, bien sûr. C'est ce que je fais avec le Timée. Oui, oui. J'ai fait ça. Si vous voulez, c'est ma manière à moi de procéder. Oui, oui, bien sûr. J'ai fait la même chose avec le Timée. Après, bon, les interpellations m'appartiennent. Lorsque je dis que Platon invente le conflit, c'est moi qui le dis. Mais j'essaye de donner des arguments. Après, si on me contredit, si on me dit vous dites n'importe quoi, il faut le démontrer par d'autres arguments. Moi, je pense qu'il a. Ah, il y a Daniel pendant qu'il a. Vous voyez, donc. Voilà. Donc, voilà. Excusez-moi, Daniel, parce que j'avais mal réglé le truc et donc il fallait que j'admette les gens. Donc, la prochaine fois, les gens seront admis automatiquement dès qu'ils se connecteront. Voilà. Mais je suis tout à fait d'accord avec ton interprétation, l'idée que c'est Platon qui invente le conflit. Mais maintenant, j'aimerais te poser la question, te demander comment est-ce que tu t'expliques que Platon se soit engagé dans cette voie. Il avait en tout cas l'impression de faire le même travail que Thalès, Anaximandre, Pythagore, etc. On retrouve ça dans le premier livre de la métaphysique d'Aristote. De tout temps, les hommes ont cherché les principes et les causes de l'étang, etc. Donc il y a cette projection rétrospective de la philosophie qui s'invente en effet avec Platon et Aristote, mais qui est projetée rétrospectivement, une espèce d'illusion rétrospective, comme voilà, la formule de Bergson, sur les plus anciens et donc sur plusieurs siècles. Bien sûr. D'où, alors, peut-être que cette invention de la philosophie et de son conflit avec le mythe, pour dire les choses comme ça, se prépare peut-être avant, quand même. Avant quoi? Avant la philosophie? Avant Platon. Ben où? T'en as des traces? Où est-ce que tu enverrais les traces? Là, par exemple, ce que pointe Heidegger, c'est ce qui est absolument crucial, c'est le moment parménidien où, à propos de
d'abord, c'est le premier à penser expressément l'être. Avant, on À pense penser quoi, excuse-moi, à penser quoi? expressément l'être. L'être, oui. En termes de Einai, de Emenai, de Éon, etc. Oui. Alors qu'avant, on parle de Aletheia et de Fusis. On parle. Oui, mais ce n'est pas sur le mode du conflit. Hein. Ce n'est pas penser sur le mode du conflit. Pourquoi bien sûr qu'il y a des antécédents, mais pas, là, on parle du conflit. Et un conflit rude. Ce qui est au cœur du conflit lui-même, d'ailleurs, chez Platon, c'est l'idée de la constance de l'être, la Beständigkeit des Seins. Oui. Oui. Et ça, c'est parménidien. Oui, mais tu te rappelles la citation qu'on a faite que j'ai faite de Heidegger la dernière fois, c'est que Heidegger dit que tout ce qui passe, tout ce qui est de l'ordre du passager, chez Platon, n'est pas, n'a pas d'être. Ça, c'est pas parménidien. Oui, enfin, Heidegger, sur le méon, dit que c'est pas le néant, c'est un étang, mais qui est pas comme il faudrait. Mais c'est un étang. Et pourquoi il n'est pas comme il faudrait chez Platon? Oui, bah parce qu'il n'est pas à la hauteur de l'eidos, qui est précisément l'étang proprement étant, l'ontos on, en tant qu'il est constant. Oui. Être, la définition du bien et de l'être chez Platon, c'est être en tout toujours le même, à l'instar du divin. Oui. Le divin, ce n'est pas les dieux, mais c'est les idées. Oui. Enfin, voilà. Je me disais que si Platon et Aristote pouvaient projeter rétrospectivement leur travail de la pensée, oui. la recherche des principes et des causes, bref, la recherche du fondement, du Grund, comme dirait Heidegger, bon, c'est qu'il y a quand même quelque chose dans la pensée antérieure qui prépare à ce retournement du mode de pensée philosophique. Attends. La parole pense. Soyons très minutieux. Si tu parles d'une projection rétrospective, en quoi ce sur quoi est projeté rétrospectivement la pensée platonicienne est responsable de cette projection? C'est Platon qui projette, c'est Platon et Aristote, c'est pas ce qu'il est. Oui. Pourquoi tu dis qu'il y aurait quelque chose? Si tu as des indices, donne-les-nous. Ou tu vois qu'il y aurait quelque chose qui indique que quelqu'un va venir et qui va rétrospectivement projeter sur une certaine parole un certain mode de pensée dans la parole antérieure. Ou par exemple, où est-ce que tu vois une antériorité ou une annonce du conflit entre poésie et philosophie chez Homère, par exemple? Je ne dis pas qu'elle n'y est pas. Moi, alors, évidemment, chez Pindare et Hésiode, voilà. On est en effet tout à fait. Et puis, même si on envoyait des traces, il faut avoir des traces et les comprendre. Parce que chez Platon, on comprend très bien. Il dit tout. Hein. Platon, il ne cache rien, il dissimule rien de ce qu'il est en train de penser. Chez Platon, d'une certaine manière, c'est un travail enfantin de ce que j'ai fait, là, de trouver des citations sur les insultes et tout ça. Mais toi, tu veux dire, si je comprends bien ce que tu es en train de dire, tu dis peut-être que dans le conflit, il y a quelque chose qui s'est embrasé en amont, qui appellerait le conflit de la part enfin, appelons-le comme ça, le diaphora, le différent. Oui. Eh bien, où tu le vois? Je veux bien. La pensée expresse de l'être comme telle, à partir de l'étang, et chez Parménide, penser comme être constant. Ça me paraît être un point absolument central. Mais c'est la même constance que celle de Platon? Ce que j'aimerais, c'est surtout te poser à toi la question, c'est comment explique, au fond, pour reprendre au sens littéral le terme « Anfang », c'est qu'est-ce qui a pris Platon de développer une pensée de cet ordre. Mais voilà, c'est ce que je cherche aussi à comprendre. Oui. Bah, toi, tu dis que ça se passe et tu le décris. Et je suis d'accord avec toi. Mais maintenant, est-ce que tu médites le sens de ce qui se passe là? Comment c'est possible un truc pareil? Eh bien, moi, je suis très influencé par Nietzsche. Je ne le dissimule pas. Hein.
Donc la lecture par Nietzsche de Platon, elle m'influence d'abord parce qu'elle me fait rire. Parce que c'est pas une lecture très philosophique. Il l'insulte, il se fout de sa gueule. C'est extraordinaire. Oui. Et pour moi, Nietzsche voit des choses que les autres, que la tradition philosophique n'a pas vues et qui sont géniales. Et je suis très influencé par Nietzsche, je peux pas le nier. C'est pas chez les Juifs qu'on parle de Platon comme ça. Hein. On est beaucoup plus respectueux de Platon que Nietzsche. Mais moi, Nietzsche, j'adore tellement et tout ce qu'il dit sur Platon me semble tellement prodigieusement convaincant que évidemment, j'ai tendance à lire Platon et à chercher chez Platon les traces de cette animosité. En réalité, le premier, je crois, à en parler, c'est Nietzsche. Oui. En parler comme une animosité de la part de Platon contre Homère, par exemple. Hein. Platon contre Homère, c'est lui qui le dit. Hein. Oui, c'est enfin, la philosophie contre l'art. Voilà. Et après, ça a été repris dans toute l'histoire de l'art. C'est pour ça que j'ai commencé par citer Shakespeare et tout ça. C'est pas du délire. Hein. C'est quelque chose. C'est vraiment un conflit. On peut en tracer le sillage. Hein. Mon cher poète d'ici, Ramu, en est tout à fait. Ah, je savais pas. Tu vois. Oui, en général, les poètes et les philosophes. Oui. Merci Stéphane. Ben, je t'en prie Alexandre, merci à toi. Mais je dis pas qu'il n'y a pas de traces ailleurs. Hein. Je dis juste que moi je les vois là. J'en vois quelques traces ici. Voilà. Mais tu vois, la question c'est l'historialité de Platon. Oui. Mais l'historialité de Platon avant Platon, c'est compliqué à trouver, tu vois. C'est quand même pas une météorite là, qui nous tombe du ciel. Non. Mais il faut en trouver. Moi, je te dis, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais il faut m'en donner des traces. Oui, ben, voilà. C'est pas chez Parménide qu'on voit se construire le conflit entre le mythos et le logos. Il me semble pas. C'est pas chez Héraclite, je crois pas. C'est pas chez Anaximandre. C'est déjà cette. Et c'est pas chez Homère. Est-ce que ce serait chez Homère? Je crois pas. Ah non, certainement pas. Voilà, donc c'est Platon qui l'invente comme diaphora, comme différent. Quand il dit indifférent, et puis tu as vu toutes les citations que je fais, oui, il met en scène ce différent, comme si c'était les philosophes qui avaient insulté les poètes en premier. Oui. Est-ce que tu connaissais toutes ces recherches sur les mecs ont cherché pendant 25 siècles? Oui, tout à fait. Ils n'ont jamais trouvé. Je me suis dit, mais en fait, c'est tout con, et c'est parce qu'ils ne l'ont pas trouvé, parce que c'est Platon qui invente tout. Oui. C'est une hypothèse, j'ai pas de preuve. Hein. Comme il invente ses mythes, d'ailleurs. Comme il invente ses mythes, mais oui, tout à fait. Oui. Mais maintenant, sur les mythes, c'est intéressant. Mais après, je reviens peut-être à ma question, puis je laisse la parole aux autres, excusez-moi. Non, c'est intéressant ce que tu dis. Moi, sur les mythes chez Platon, ce qu'il y a en plus, c'est que si on prend le mythe d'Air de la fin de la République, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on a l'impression que Platon recourt au mythe là où il veut présenter, exposer quelque chose qui n'est pas pensable dans les termes du logos. Et le mythe d'Air, je dirais, de la fin de la République, au fond, présente ce qui deviendra la question centrale de la philosophie traditionnelle, c'est la question de l'a priori. Y a-t-il une connaissance préalable à la connaissance de ce qui est donné empiriquement? Et là, Platon ne sait pas encore formuler ça dans les termes, par exemple, de Kant ou de qui on voudra, qui sont les tenants de la thèse de l'a priori. Mais il doit recourir au mythe, précisément. Mais alors, le résultat, c'est qu'il intègre le mythe dans une démarche qui est rigoureusement philosophique. Là, c'est la mort du mythe, au fond. Mais c'est la thèse de Heidegger, tu as vu, je l'ai cité au départ, c'est qu'il est en train de construire son conflit et d'une certaine manière, il dit adieu au mythe. Oui, c'est-à-dire… C'est les vestiges de ce qu'il veut, de ce avec quoi il veut en finir. Il le rend philosophique. Ouais, c'est pas la citation que j'ai faite de Heidegger, c'est pas exactement ce qu'il dit. Hein, non, et c'est pour ça que là, je suis pas… T'es pas d'accord avec Heidegger? Mais bon, moi, je te dirais comme ça, de manière provocatrice, oui, que la catastrophe a déjà été de penser l'être comme Fuchsis.
c'est-à-dire comme étant. Attends, c'est compliqué, c'est compliqué. C'est toi qui dis que Et c'est-à-dire quand même. Ouais. si je, Mais pourquoi, quel rapport avec la catastrophe contemporaine? Développe un peu. si j'y vais avec les apports à la philosophie, au fond, la catastrophe, elle commence avec la Verlassenheit de l'étant par l'être, l'abandonnement, comme on traduit, de l'étant par l'être, de telle sorte que c'est l'étant qui doit s'assurer de son propre être contre le néant qui n'est que pur néant. Et laissé à lui-même, au fond, il n'a d'autre ressource que de se donner un suprêmement étant, et au fond toujours plus puissant. Et donc, il est engagé dans le processus de l'Ermächtigung, de la potentialisation, du déploiement, du développement de la puissance pour elle-même. N'est-ce pas? Oui, oui. Et cela culmine, au fond, avec Marx, peut-être même avant Nietzsche, dans le congé donné à l'être. Encore que chez Nietzsche, il y a justement cette note de la fin de sa vie, relevée par Heidegger, qui dit « Imprimer au devenir le sceau de l'être, voilà la plus grande volonté de puissance. » Mais chez Marx, il n'est absolument plus question de l'être, n'est-ce pas? Il n'y a plus que l'étant. Oui, oui. Mais là, tu es très loin déjà par rapport à Platon. N'oublie pas quand même, on a oublié d'en parler depuis tout à l'heure, c'est quand même qu'il y a le mot qui apparaît chez Platon, c'est celui du parricide, oui, avec Parménide. oui, donc, c'est bien, celui qui commet un parricide, c'est Platon, oui. sur Parménide. Donc, il y a déjà quelque chose à ce moment-là qui se met en place et qui est du fait de Platon. Et pourquoi, allons plus loin, pourquoi il a besoin de dire je ne commets pas un parricide? Pourquoi il a besoin de le dire sur le mode sournois de la dénégation, comme une dénégation freudienne? C'est extraordinaire, c'est d'une grande drôlerie chez Platon, mais il sait ce qu'il fait, hein, il sait ce qu'il écrit, Platon. Parce que moi, tout ce que je dis sur Platon, c'est pas pour dénigrer Platon. C'est un génie grandiose, évidemment. J'avais eu un échange d'emails avec François Fédier à l'époque de La mort dans l'œil. Je lui dis, mais moi, c'est évident que c'est toujours pareil parce que c'est exactement ce que dit Nietzsche. J'ai dit, moi, si je m'attaque à Platon, c'est parce que c'est mon double ou c'est mon. Il ne s'agit pas de dénigrer Platon, c'est une pensée grandiose, mais c'est la pensée qui fonde la philosophie. Et si on décide de porter une critique virulente contre le cœur même de ce qu'est la philosophie et de son rapport au ravage contemporain, ce qui est un petit peu mon ambition, et il faut s'en prendre à Platon. Mais sur un mode sérieux, évidemment. Mais tu vois, que tu nous dis sur la manière dont l'étang se désorbite de l'être, et quelle est la responsabilité de l'être? L'être a aussi une forme de responsabilité. Chez Heidegger, c'est très clair. Ce n'est pas juste l'oubli de l'être parce qu'on ne peut plus penser à l'être et que du coup, on ne pense plus que. Il y a ça en partie. Justement. Mais l'être s'éloigne lui aussi de l'étang. Alors, c'est très compliqué, cette histoire. Mais en tout cas, le parricide, l'idée d'un parricide, c'est-à-dire d'un meurtre quand même. Oui. Un meurtre du père, elle apparaît avec Platon. Mais pas pour introduire la possibilité de penser philosophiquement dans l'horizon de l'être constant ce qu'est le devenir. Et celui qui va résoudre, au fond, la question de la manière la plus aboutie, c'est Hegel, qui dira l'être, c'est le devenir. Maintenant, si le devenir, c'est l'être, alors le devenir est un processus. Et nous sommes là-dedans. Oui, et ce processus, c'est le processus de la raison. Et c'est un processus de la puissance. Oui, et de la raison. Et donc, c'est pas, on est dans une formulation qui ne contredit pas Platon chez Hegel. C'est une évidence. Hein. Oui, bien sûr. Donc, on ne résout pas notre problème de départ. Je sais bien je suis d'accord avec toi qu'à partir de Platon, les choses se mettent en place et se diffusent comme ça sur un mode historial de plus en plus solide et j'allais dire bavard, et en tout cas s'auto-analysant et s'auto-décrivant et s'auto-examinant. Mais là, ce qui m'intéresse, c'est à la source, chez Platon, pourquoi tout à coup cette agressivité?
Parce qu'il y a une agressivité chez Platon. Il y a une animosité. Pourquoi? D'où elle vient? Parce que, au fond, s'il fallait parler en termes nietzschéens, c'est que pour Platon, c'est vital. Pense à Eros. Il est fils de pauvreté, Pénia, qui est au fond, moi je dis indigence, parce que la pauvreté a un sens digne chez François d'Assise, mais aussi chez Heidegger. Il y a une pensée de la pauvreté dans les années de la guerre qui est impressionnante, Armut. Maintenant, j'appellerais donc Pénia plutôt indigence. Et puis, elle est attirée par le bon, qui est la phosphorescence de l'être, au fond. C'est la naissance d'Aphrodite. Oui. Et Eros est né de l'union de Pénia avec Poros, qui est le fils de Métis, qui a toutes les combines. La ruse. Oui. Et puis, bon, Eros est toujours en manque de quoi? De l'être. Pourquoi? Parce qu'il est désir, il est pur désir, c'est ce que tu veux dire? Laisse-le parler. On désire que ce dont on manque. Il faut d'abord manquer. Chez Platon, justement. C'est pour ça que Heidegger... Oui, mais quand tu dis on désire que ce dont on manque, c'est en effet une certaine manière d'envisager le désir, oui, l'érotique. Oui. On peut dire aussi on désire que ce que l'on recherche. Et est-ce que ce que l'on recherche, est ce que l'on manque? Oui. Parce que si tu le conçois comme manque, c'est-à-dire que tu es déjà amputé de ce que tu recherches. Ça, c'est dans la pensée juive, tu désires ce que tu aimes, et ce que tu aimes, tu le cherches, et si tu le trouves, tu continues de le désirer parce que tu le cherches toujours. Et chez Heidegger, la pauvreté ne manque de rien, sinon du rien lui-même, parce qu'il y a trop. Au fond, dans notre monde, qui est complètement... d'où le temps et l'espace ont disparu, si tu veux. Où tout est compacté. Ce qui manque, c'est le rien, c'est-à-dire l'être. L'abyssal vide d'espace-temps. Et la véritable pauvreté ne manque de rien, et ça, c'est vraiment à l'opposé de Platon, tu vois, parce que Eros, il manque de l'être, du bien, de être en tout toujours le même. Et d'où l'idée, enfin, cette formule de Beaufray, Platon, c'est une érotologie généralisée. Alors, je fais le Nietzschéen, je dis c'est psychiquement même chez Platon vital ce qu'il est en train de penser, c'est-à-dire l'être de l'étant comme étant proprement étant, c'est-à-dire comme idée, contre tout ce qui est qui n'est pas de cet ordre-là. Ouais. Mais pourquoi, on en revient à la question initiale, pourquoi le formuler sur un mode agressif? Il pourrait très bien le penser, on pourrait imaginer par exemple, je suppose dans la pensée hindoue, les choses se mettent en place de manière complètement divergente et différente, sans qu'on ait besoin d'attaquer ce dont on diverge ou ce avec quoi on n'est pas en rapport. Ça, j'en avais un pressentiment, je l'ai même dit, mais tu l'as vraiment frappé pour moi d'une manière que je vais garder. Ça me donne à penser. Moi aussi, ça me donne beaucoup à penser parce que mon pari, c'est que ce n'est pas sans rapport avec ce qui est en train de nous arriver. Oui. C'est un pari ambitieux et audacieux, mais c'est bien entendu. Oui. Je laisse la parole. C'est très simple à comprendre. Enfin, c'est très simple à comprendre. On le raccourcit, on peut le formuler autrement. Moi, je conçois ce qui est en train d'arriver au monde comme le parachèvement d'une haine profonde de la beauté, de la nature, de la beauté, de la pensée. Oui. Et donc, par exemple, de la littérature, de la parole, en réalité. Je vois tous ces signes de cette multiple qui formule cette animosité. Parlons pas de haine, parlons d'animosité, parce que parfois elle se formule aussi sous le mode de l'amour, mais c'est quand même de l'animosité.
je pense que, qui sont caractéristiques de notre époque catastrophique, je pense qu'elles ont des sources très profondes. L'amour qui est liquidé par l'érotologie platonicienne. Ouais. Tu penses au banquet, tu penses à quoi? Ah oui, parce que je trouve que le banquet est tout à fait fondamental parce que c'est l'époque où Platon, au fond, est au début de son travail qui a duré des années de rédaction de la République. Et c'est dans le banquet qu'est formulé le logon didonai, le rationem redere, dont je tiens que c'est ça la pensée qu'on appelle calculante. À mon avis, dans les commentaires sur Markenschaft, et à mon avis, on se trompe en disant pensée calculante. Das rechnende Denken, c'est la pensée qui rend raison, de manière à pouvoir compter sur la chose. Et ça, c'est déjà Platon. Alors ça, c'est intéressant parce que tu sais que dans le banquet, je pense que ça a été fait, ça a sûrement été fait, il y a des mises en parallèle, des mises en rapport entre le banquet et la création de la femme dans la pensée juive, dans la Bible. Non, je ne connais pas. Ou la question de l'androgynie, si tu veux. Parce oui, l'histoire d'Aristophane, oui. Non, je pense à dans la Bible, le fait que Dieu crée l'homme mâle et femelle. Oui, oui. Et que Ève est créée. Donc, c'est très différent du mythe de l'androgyne chez Platon. Peut-être on pourrait voir quelque chose qui se scinde là, au sens propre, entre les deux pensées. Et en plus, Aristophane… C'est pour te donner raison, pour qu'il y ait quelque chose dans l'érotologie platonicienne qui va se distinguer d'un certain mode de conception de la création du féminin et de la division entre le féminin et le masculin dans la création, dans la Genèse. Parce que là, il n'y a pas quelque chose radicalement. Moi, je pense que c'est assez patent, mais bon, il faudrait voir le voir dans le mot à mot. Une chose est sûre, c'est que Platon se moque d'Aristophane. C'est-à-dire, il lui attribue un mythe qui n'est pas de lui. Il l'invente comme il invente ses citations, et il lui attribue ça sur un ton qui est ironique parce qu'il l'imite jusque dans le style. Tu vois? Et il l'écrit dans 2 coups de cuillère à peau dans le banquet. Donc ça, c'est postérieur aux nuées? Hein? Ça vient après les moqueries de Aristophane contre Socrate? C'est postérieur, chronologiquement? C'est peut-être une vengeance, oui. Ah oui, c'est largement postérieur. Ah, c'est largement postérieur. Oui, donc on est en 380. Combien on est en 380 à peu près. Et Aristophane, c'est quand? Oh ben c'est 425. Ah oui, d'accord. Ouais, d'accord. 420. Donc là, on a la source. Hein, on sait pourquoi il se venge d'Aristophane. À mon avis, oui. Ouais. Je ne sais plus de quand date les nuées. Je ne sais plus non plus. Il faudrait regarder. Antérieur. En tout cas, c'est antérieur, tu dis. Ouais. Donc, il faudrait voir. Ouais. En tout cas, par rapport à Homère, ça ne résout pas notre question. Hein. Oui. Non, c'est, comme dit François, c'est la parole qui est bifide. Elle s'oriente du côté de la pensée de l'être, et puis du côté du dicté poétique. Et comment ce caractère bifide en vient du côté de la philosophie à s'opposer. Enfin, une partie vient s'opposer à l'autre. Ouais. Alors que, moi, j'ai des intuitions, ce ne sont que des intuitions, mais qui me viennent de ma connaissance de la pensée juive. C'est-à-dire que je ferai des séances pour montrer comment, ne serait-ce que dans le mot à mot, dans le B-A-Ba même, dans l'Aleph Beit hébraïque, j'ai déjà fait ça, donc je remettrai en forme. Je veux dire, j'ai déjà consacré des conférences à ça. Comment on est dans un rapport à la parole qui n'a plus rien à voir avec la manière dont ça se déploie en Occident. Et le rapport au langage, à la parole, même pas dans le mot à mot, dans le lettre à lettre hébraïque, parce qu'on est dans une langue qui n'est pas indo-européenne, évidemment,
dans le lettre à lettre hébraïque, comment ce rapport va être fondateur de ce qu'on peut appeler de manière très abusive et très rapide une vision du monde. Et inversement, comment dans la pensée occidentale, donc qui est d'abord grecque, et ensuite romaine, et ensuite ecclésiale, comment au contraire, par un certain fonctionnement, de ce que Heidegger fait très souvent, par un certain fonctionnement de la langue et du langage, les choses se mettent en place. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que les choses ne se mettent pas du tout en place. Elles ne se mettent d'ailleurs pas en place. Elles naviguent. Elles sont vacillantes. C'est la Schwingung sur laquelle je viens de voir, dans l'hébreu, par exemple. Y compris dans le béaba, c'est-à-dire dans l'alphabet hébraïque. Et puis après, dans toute la construction de la... Donc, c'est bien, c'est pour ça que j'aime bien maintenir les deux mondes ou les deux univers, là, pas en confrontation, parce qu'il n'y a pas de confrontation à part pour le second par rapport vis-à-vis du premier. Mais on va inventer un. En comparaison. Oui. On ne va pas inventer une confrontation. Ah ben, attends, si, bien sûr qu'elle a eu lieu, la confrontation, c'est ce que la pensée juive s'est pris sur la tronche depuis 2000 ans. Parce qu'il y a eu quand même... Ils y sont pour rien, mais ils se concentrent. C'est pour ça qu'on ne va pas en inventer une autre. On est obligé d'essayer de voir ce qui s'est passé. Donc, oui. En tout cas, merci infiniment. Ce n'est pas une confrontation philosophique, c'est vrai, mais il y a eu dans l'histoire, et historialement, il y a eu une confrontation, c'est sûr. C'est ce que je disais tout à l'heure au début, c'est qu'on a une tranchée historiale de ce conflit qui traverse tout le conflit et dont les Juifs sont un symptôme, si tu veux. C'est un symptôme historial de cette animosité. Ça, c'est indéniable. Et puis, on a ce qui est intéressant, c'est qu'on a tous les textes de toute l'Antiquité jusqu'à... Et ce qui est très marrant, c'est qu'avant l'invention avant Tacite ou avant la philosophie, donc avant les premiers écrits sur les Juifs, on avait des écrits, on a retrouvé des fragments chez les présocratiques sur les Juifs qui étaient considérés comme peuple de philosophes. Parce que, je ne sais plus de qui c'est, on a ça dans les fragments présocratiques, ils disent, donc c'est quasiment la première fois qu'apparaît l'idée même du peuple juif dans les textes grecs, antérieurs évidemment aux platoniciens, et aux néo-platoniciens, c'est l'idée que les Juifs, parce qu'ils passent leur temps, dit ce fragment, je le cite plusieurs fois, je le cite de l'Ancien Guide, donc je le retrouverai, et ils passent leur temps à méditer sur le Dieu, ou sur les dieux, disent-ils. Donc c'est un peuple de philosophes. Et puis à un moment, quelque chose bascule, et ça devient tout à coup le peuple qui se met à part, qui se sépare des autres, et qui a la haine de toutes les nations. Oui, peuple élu Voilà, ouais. Donc quelque chose apparaît après, qui est à peu près, faudrait voir, bon, parce que même 50 ans de différence, c'est énorme en réalité, qui apparaît à peu près en même temps que va naître la philosophie et que va se mettre en place, en tout cas avec le christianisme, c'est une évidence. Mais le christianisme, la naissance du catholicisme manifeste des choses qui sont antérieures probablement. Oui. Mais le ni juif ni grec de saint Paul, c'est un coup de tampon, hein. C'est-à-dire là, c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de parler d'une animosité. Là, on ne peut pas dire les choses plus clairement. Hein. C'est clair et net. Hein. Ni homme ni femme. Il y a un mot de Lacan qui a hurlé de rire quand il parle du banquet de Platon. Il dit, c'est dans le séminaire, je crois, il dit c'est une réunion de Tarlouse, quoi. C'est les mots c'est Lacan qui raconte ça, hein, à propos du... Mais Lacan, il s'occupe surtout de la troisième partie. Moi, celle qui est cruciale pour la philosophie, c'est la deuxième. Ouais. Et un colloque de Tantouze, un colloque de Tarlouse, il y a un truc comme ça. Tu connaissais ça, non, dans le... Oui, on a fait un séminaire une fois avec des amis lacaniens sur le banquet. Ah oui. Merci. Ben, je t'en prie, merci à toi. Merci, on se retrouvera. Mais il n'y a pas d'autres intervenants. Ben, non, alors là, je t'ai entendu rigoler à un moment. Je vois que tu es en ligne, donc si tu veux participer hein, sur l'androgynie chez Platon ou d'une manière générale, chez les Tibétains, peut-être, il y a des choses. C'est passionnant, la pensée de l'androgynie, la pensée de la différence des sexes. C'est intéressant parce que c'est aussi de l'ordre de la pensée, justement. C'est-à-dire que la manière dont une pensée pense la différence des sexes, c'est la manière aussi dont elle se pense elle-même. Et il y a des pensées très divergentes là-dessus. Et Platon, tu vois, je ne m'en souvenais plus, mais ce que tu me dis sur le banquet de Platon, c'en est un des signes. C'est qu'au moment où il pense le principe de la raison, il met en place le mythe de la différence des sexes.
C'est intéressant. Et puis la femme est indigente, et puis l'homme, c'est celui qui a tous les trucs. Où, chez Platon? Oui. Hmm. Pénia, et puis le père, c'est un dieu. Le père d'Eros, c'est un dieu. Oui, un dieu mâle, tu veux dire. Un dieu mâle, oui, c'est le fils de Métis. Métis, c'est elle qui a inventé le poison qui a fait régurgiter à Cronos les dieux olympiens. Ah oui, Elle a peut-être été la première compagne de Zeus. d'accord. C'est quelqu'un, la métisse des Grecs. Il y a Bien sûr. Vernon qui a fait un livre là-dessus, non? Un des deux. Enfin bref. Et Poros, c'est celui qui a toutes les combines. Enfin, on l'appelle expédient, mais oui, c'est plus que des expédients, justement. Il y a vraiment tous les moyens. Et Eros hérite des deux. C'est-à-dire, Pénia, il hérite l'endeia, c'est-à-dire le manque. Et Comment tu dis en grec? Endeia. Endeia. NDS veut dire manquant. Au participe présent actif. Endeia, le manque. Ah oui, alors ça c'est intéressant. Alors, il hérite le manque de sa mère et puis les ressources de son père. Et puis, ce qui est aussi très intéressant, c'est que en tant qu'il est fils d'humain, et au fond, Eros, c'est Socrate, mais c'est les humains d'une certaine manière, les humains éclairés, pas les esclaves, disons. Oui. Incapables de désirer l'être, si tu veux. Oui. Être. Et au fond, Eros a ce que Platon appelle des mécanailles, des machineries, tu vois, des machinations. Incroyable. Non pas posséder. Attends. Mécanaille, ça s'applique à quoi sinon? Le mot mécanaille, c'est pas la mécanique au sens de la mécanique. Non, c'est le moyen. Le moyen. Les moyens. Alors, Platon introduit un peu tout le passage sur la naissance d'Eros et sa nature en disant que, au fond, ce qui est le principe du vivant, c'est qu'il ne peut pas avoir l'être, mais il a toutes sortes de mécanailles, des moyens, non pas de echein, avoir, mais de participer à l'être, de métechein. Et ces moyens ont pour principe laisser pour après soi quelque chose d'autre que soi, semblable à soi. Alors, ça va de la régénération cellulaire des individus, ils ne parlent pas de cellules, mais on change toujours, puis on est le même, au plan physique. Oui. Au plan de l'âme, on change toujours aussi d'opinion, d'idées, etc., mais on reste le même. Et puis alors, les moyens de se prolonger au-delà de ça, de cette reproduction de soi, avec perte, bien sûr, hein, de cheveux, de tout ce qu'on voudra. Il y a devenir un grand poète, quand même. Oui. La célébrité, si tu veux. Donc, il y a... ça, c'est Platon qui donne cet exemple-là? Oui, et puis il dit aussi Alceste et Achille. Ils conquièrent la gloire. Mais, au fond, il le dit dans des termes qui ressemblent furieusement à sa description de ce que fait la mère animale pour ses petits. Elle fait tout pour la survie de ses petits. Achille et Alceste font tout pour leur gloire de héros. Ce n'est pas tellement humain.
Mhm. Les moyens humains, c'est la gloire du poète, c'est l'invention technique. Il ne parle pas de l'engendrement? À aucun moment, il parle de l'engendrement? Ah oui, oui, excuse-moi, La- il y a la reproduction, bien Ah sûr. oui, voilà, d'accord. Et puis reproduire dans le beau, comme il dit, la reproduction dans le beau. Même chez Ouais. les animaux, tu sais, c'est le pan qui fait la roue, le grand tétralyre qui, enfin, voilà. Mais il y a la diakosmesis, l'ordonnancement intégral de l'oikos, de la demeure du domaine paysan et de la police. Attends, allons doucement. Dans diakosmesis, c'est le même dia dont je parlais tout à l'heure? Oui, 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 oui. Et comment tu décomposes diakosmesis? Alors, cosmos, Le dia, il correspond à quoi dans diakosmesis? Oui, cosmos, oui. cosmos, c'est le premier sens de cosmos qui donne cosmétique. Oui. C'est l'ordre, mais qui rayonne d'un éclat. Oui. Et puis, ça peut être la parure, une couronne, par exemple, un diadème, Oui. etc. Mais il y a l'idée d'ordre, fondamentalement, dans mundus aussi, Oui. dans monde aussi, en latin. Là, Et le dia, il correspond à quoi dans c'est la mise en ordre intégrale, de part en part. De part en part, d'accord. C'est l'idée du dia. C'est ça, à mon avis. L'ordonnancement intégral du domaine, de ses biens propres, et puis de la cité. Parce que dans le dia, il y a vraiment l'idée de traverser, de scinder quelque chose. Hein. Ah oui, puis il faut tout organiser, il ne faut rien laisser de côté. C'est comme le maître. Alors, c'est pas ça, hein, dia. Hein. Dia, c'est pas pan, hein. C'est pas le, c'est différent. C'est de part en part. Je trouve bizarre ce mot. De part en part, tout à travers. Ouais, mais de part en part, si on l'entend au sens intégralement, c'est pas l'idée qu'il y a dans dia. En tout cas, tel que je l'ai. D'un bout à l'autre. C'est peut-être une des idées. Hein. Ceci dit, la notule sur dia, elle est très longue, hein, donc j'ai pas tout lu. Hein. Moi, j'ai sélectionné des passages. Oui, bon, il y a l'idée de traverser, hein, de toute façon. Ouais, ouais. Et, la première idée, c'est l'idée vraiment de scinder, de séparer de manière brutale. Hein. Mais pas là. Là, c'est pas là, d'accord, oui, d'accord. Ok. Et puis, le dernier moyen, effectivement, et le moyen suprême, c'est Diotine qui parle, n'est-ce pas? C'est la paideia. Laisser pour après soi quelque chose d'autre que soi, ben c'est l'enseignement, quoi. C'est l'éducation. La transmission, ouais. Etc. Ouais. Voilà les mécanailles humaines à proprement parler. Mais tout ça sur fond de manque. Oui, c'est intéressant. Et moi, je suis sûr que entre les Beiträge et 45, après, il parlera plutôt de Gelassenheit. Mais Heidegger, quand il pense à Armut, il est en train d'écrire son Platon, d'une certaine manière. Parce qu'il dit justement, et dans le commentaire de Mémoire de Hölderlin, par exemple, il parle aussi de Armut et il indique que justement, la vraie pauvreté, c'est pour ça, c'est pas l'indigence, ne manque de rien, sinon du rien qu'est l'être lui-même, du rien des temps qu'est l'être. Et ça retourne tout, enfin, ça bouleverse tout. Mais ça rejoint certaines considérations chez Maître Eckhart, par exemple, entre la vraie pauvreté et la vraie, c'est pas la richesse d'ailleurs, et la vraie abondance, il y a un rapport de ou François d'Assise. Saint François d'Assise, voilà. Oui. Voilà, c'est que et ça, c'est aussi quelque chose avec quoi a rompu le système, le capitalisme dès son origine. Oui. Donc là, il y a aussi quelque chose, en effet. Alors, Heidegger dit que nous sommes depuis longtemps sur le chemin de la pauvreté, mais nous ne nous y retrouvons pas. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il appelle le chemin de la pauvreté? C'est-à-dire que nous sommes, d'une certaine manière, en quête du rien des temps,
de l'ouvert Oui. possible, Ah, sur le chemin, c'est-à-dire à la recherche de la pauvreté, tu veux dire. de la liberté, Oui, oui. et qu'on ne s'y retrouve pas, et parce que la pauvreté, c'est, chez Platon et dans la tradition dominante, excepté des mystiques et d'autres, c'est le manque. Et au principe du désir. Oui, c'est ça. Donc c'est péjoratif. Enfin, c'est péjoratif, c'est négatif, oui. C'est négatif, oui. Ouais, ouais. Voilà. Alors ça, avec ça, par exemple, le christianisme, le catholicisme naissant va rompre aussi. Et Oui. va repenser la pauvreté autrement. Oui, oui. Ça, c'est dans les paroles du Christ sur la richesse, c'est des choses qui sont très proches de la Bible, hein, de la Torah. Hein. Oui, puis disons, l'idée qu'il faille faire l'aumône aux pauvres, Ah oui, ça, c'est essentiel. d'une certaine manière. Hein? D'une certaine manière, c'est tout à fait, on comprend. Moi, je donne aux gens du voyage qui sont là dans les rues de Lausanne, mais considérer qu'au fond, ce qu'il y a à faire avec la pauvreté, c'est l'annuler d'une certaine manière, c'est ne rien, c'est garantir qu'on ne comprendra rien à l'essence de la pauvreté. Bien sûr. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si aux sources de l'esprit du capitalisme, comme dit l'autre, il y a le protestantisme qui a aboli la charité, qui est un grand ennemi de la... Bon, il y a le Peggy de Jean Lacoste qui a compris des choses en distinguant pauvreté, qui a sa dignité, et misère. Ah oui. Insupportable, c'est la misère. Bien sûr. Voilà. Mais il y a des... oui, c'est... bon, par exemple, là, moi, je pense à des exemples bibliques, mais c'est évident qu'il y a un rapport entre la pauvreté et l'humilité. Oui. Le fait d'être humble, de rester humble. Et dans la Torah, c'est très important. Moïse est considéré comme le plus humble de tous les hommes. Oui. Et il y a des commentaires qui disent, mais pourquoi Dieu, qui a créé l'univers, quand même, il se révèle à Moïse dans un buisson ardent? C'est-à-dire, pourquoi dans un buisson? Il aurait pu choisir un chêne du Liban. Et pourquoi il dit? Parce que c'était une leçon, une des interprétations, il y en a beaucoup, il dit que c'est une leçon d'humilité. Oui, oui. C'est-à-dire la parole se révèle sous la forme la plus humble. Oui. À travers un buisson et pas à travers un baobab. Oui. Mais ouais. Donc la prochaine fois, je vais essayer de réfléchir un peu, entre autres, sur la toute première phrase de la métaphysique chez Aristote. Pareil, en allant débusquer un peu ce qui se passe dans le grec, mais enfin, à ma manière à moi, hein, c'est un peu. Sur le Talmud Zain. Ouais. Il faut jouer avec mes notes. Bon, j'ai pas. Mais je sais pas, on va voir. Tu sais, tout ça, ce séminaire, je le fais à partir de notes. Je le réécris à chaque fois. Enfin, je reprépare les séances d'entraînement, mais c'est des notes que j'ai prises depuis au moins un an. Hein. Donc, j'ai beaucoup de choses, mais je sais comme ça comment dire, d'avancer toujours sans essayer de perdre mon fil, quoi. Donc, mon fil, c'est vraiment l'animosité. Moi, c'est un peu, c'est hors sujet, mais avec tes activités artistiques, picturales, tes échanges, tes dialogues, ta circulation en France, etc. Mais en Suisse, j'aimerais bien venir en Suisse aussi. Il faudrait. J'aimerais beaucoup venir en Suisse aussi, soit faire des expos, soit faire des trucs et tout ça, mais eh bien, il faut que ça s'organise. Tu m'en donnes l'idée, oui. On va voir ça. Mais ta question, c'est quoi? Quel est le rapport entre tout ça? Non, tu arrives tu te noies pas dans tellement de choses. Non, bah ça fait partie de Oui. mon être, si tu veux. C'est un plaisir pour moi. J'ai jamais tellement pu supporter le fait d'être monolithique. C'est-à-dire, même dans les livres que j'ai écrits, je passais d'une sorte de livre à une autre sorte de livre, et j'ai toujours envisagé que je procéderais comme ça. C'est-à-dire, je ne peux pas rester sur une voie à sens unique.
Mhm, Je ne peux mhm. pas le dire autrement, tu vois. Et donc, le fait de faire des choses qui semblent si différentes, mais qui en réalité se répondent, quoi. Elles se font écho les unes aux autres. Le fait que dans Oui, mes tableaux, on puisse plus lire ce que j'écris, c'est pas. Je oui. pense que c'est lié, mais même inconsciemment, tu vois, c'est pas des choses que j'ai élaborées de manière théorique, mais je pense que c'est lié aussi à ce que je dis, à la manière dont je déploie ce séminaire. Tu C'est ma swings, manière d'être à moi, quoi. tu swings. Ouais, ça c'est dit gentiment. Bon, j'espère que ça swing un peu. Ouais. Non, non, non. Les termes psychologiques, je n'utilise pas. Enfin, Voilà. que toi bien, hein, et puis à bientôt. Bon, à bientôt, Alexandre. Merci hein, beaucoup pour Au tes revoir. précisions et tes lumières. C'est Pierre ou Georges? Excuse-moi, la personne que je vois. Au Pierre revoir. Au Gandolfi. revoir, Alexandre. Au Au revoir, revoir. Pierre. Merci. Bye bye. Salut, Alexandre. Merci. Au revoir. Bon, bah, les amis, je sais pas combien ça fait 2h48. Ouais, voilà. Bon, donc ça fonctionne bien, Zoom, apparemment. Hein. L'image était bonne? Oui, très bonne, oui. Oui. Ouais. Bon, bah tant mieux alors. Ça va, Leïla? Je te vois, hein, je vois ton nom. Hein. Merci, ça va très bien, j'écoute. Il y a un chat, ça serait bien de le brancher Alors, pour déjà, les ouais, mais alors, tu sais timides. pas- alors attends, oui, je vois qu'on m'a écrit. C'est toi qui m'as écrit. Ouais, je dois vous quitter. Oui, oui, ah oui. Alors, bah, le problème du chat, c'est que je peux pas en même temps, quand je fais le truc, en même temps, si je me mets à lire à droite à gauche, je vais perdre mon fil. Donc, Il y a un chat dans Zoom. oui, oui, bah là, je vois, là, tu vois, j'ai vu que tu m'as écrit, par exemple, et il y a quelqu'un d'autre qui m'a écrit, je dois vous quitter. Voilà, mais le chat, c'est-à-dire, tu veux dire les petits mots qu'on peut s'envoyer, c'est ça? Ouais, c'est Oui. ça. Ou disons que ce sont des questions qui peuvent être posées lorsque les gens sont trop timides pour les poser de vive voix ou ne veulent pas couper la parole à celui qui est en train de parler. D'accord, d'accord. Mais moi, il est pas, en tout cas, il marche le chat, hein? D'accord. Parce que ça permet de ne pas couper le fil Ouais, ouais, je lorsqu'il y a une comprends. pensée, d'aller jusqu'au bout de la pensée, mais quand même de faire des annotations. Ouais, tu as raison. Alors, ça peut être, pour la prochaine fois, ça peut être une bonne méthode. Dire les gens qui ont des questions et qui ne comprennent pas quelque chose pendant la séance, ils peuvent le mettre dans le chat et après, on répond ou on discute. Ouais, bonne idée. Hmm. Voilà. D'accord. Merci. Ben, je t'en À la prie. prochaine. À bientôt, à très bientôt. Ben, nous, on se voit bientôt, hein, on se voit demain, je crois. Comme ça, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Ouais. Mais bon, bah, à bientôt. Hein. À bientôt. Merci. Bon, ben, les amis, je crois qu'on va, à moins que quelqu'un ait des choses à préciser ou à demander. Oui, J'avais une question par rapport au catalogue de l'exposition à Marseille. Moi, je suis en région parisienne, donc il sera disponible. Il faut venir voir l'expo, quoi. alors, ben non, je vais vous en envoyer un. Est-ce que il m'en reste là? J'en ai reçu 2 cartons, donc je vais vous en envoyer un. Vous m'envoyez par email vos coordonnées et puis je vous le posterai. Vous parlez de Il est très l'exposition? bien. Vous me dites le Toi, t'en as un, Leïla? Oui, il est très réussi. Ah C'est oui, oui. rare. pas, C'est mais rare. Merci. vous me dites le prix et puis Oui, enfin, bon. là, c'est pas Ouais, important. Euh, donc, envoyez-moi vos coordonnées par email ou si je ne les ai pas déjà, je vous l'enverrai. très bien, merci. Ben, je vous en prie. Et voilà, ouais. Donc, oui, là, le truc que j'ai fait, que je n'avais pas compris que c'était ça, la salle d'attente, je la virerai parce que du coup, les gens me demandent à entrer. Et donc, pour la prochaine fois, je vais t'indiquer tout ça par email. Vaut mieux se connecter 10 minutes avant, comme ça, on démarre tout de suite à l'heure et tout le monde est déjà connecté. Mais là, je pense qu'il y a des gens, je ne sais pas, j'espère que ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas réussi à se connecter, parce qu'il y avait quand même plus d'inscrits qu'on était à peu près entre 16 et 20 à un moment, mais j'ai eu beaucoup plus d'inscrits. Enfin, pas beaucoup plus, mais un peu plus d'inscrits, donc c'est bizarre. Enfin voilà, bon bah écoutez, pour l'instant on va rester avec Zoom, hein, si ça marche bien. Maintenant je vais voir si l'enregistrement a bien fonctionné. Et tout ça va être sur YouTube entre ce soir et demain, le temps que l'ordinateur construise la vidéo, mais apparemment. Et je vais mettre aussi en audio, c'est-à-dire il y a une version audio de toute la séance, donc pour les gens qui veulent que écouter, qui n'ont pas besoin de voir l'image, c'est pas plus mal d'ailleurs. Voilà. Très bien. Bon bah écoutez, voilà, on a fait 2h51, ça va, c'est pas mal. Merci Pierre, merci à tout le monde hein, et de votre présence. Et puis dans 15 jours, donc normalement on continue dans 15 jours. D'accord. Au revoir, merci. Au revoir, merci.